Bienvenue dans le Jardin des Sources, un lieu où la pensée s'invite à de nombreux questionnements, loin des certitudes qui conditionnent les hommes à l'exil d'eux-mêmes. Ici, nous cherchons, nous interrogeons, nous écoutons. Car penser, c'est revenir aux sources, celles du langage, de l'expérience, du doute, de l'émerveillement. Animé par un échange entre Pierre et Hugo, un binôme justifié par une curiosité naturelle pour la vie des hommes, ainsi qu'une sincère amitié. Si vous voulez participer à l'émission en nous soumettant vos questionnements, c'est possible. Il suffit pour cela de nous contacter par mail ou via nos réseaux qui se trouvent en description du podcast. Nous tenterons d'intégrer vos questions en fonction de leur pertinence contextuelle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Poussez la porte, le Jardin des Sources vous attend. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans le deuxième podcast du Jardin des Sources avec Pierre. Comment ça va Pierre ? Parfaitement bien. Mieux que la semaine dernière, tu avais un petit peu la voix Oui. éraillée. J'avais un peu la crève, comme on dit. Ouais, les auditeurs ont pu s'en rendre compte. Je vais faire un petit laïus sur l'aspect technique de l'épisode précédent. Vous devez sûrement déjà vous en rendre compte, donc la qualité audio n'était pas au rendez-vous. Il y a eu quelques petits défauts techniques, mais bon, c'est les aléas. Quand on débute, à un moment, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc ça devrait être réglé aujourd'hui. J'ai fait le nécessaire. Donc la semaine dernière, on l'avait indiqué, comme on l'a indiqué dans le jingle en entrée et en sortie, que vous aviez un moyen de nous contacter. Et suite à la première émission, nous avons déjà eu un courrier. Donc j'ai décidé, en lisant le courrier, de faire la rubrique du courrier des lecteurs en entrée. Parce que je trouvais que c'était assez à propos, justement, suite à l'émission précédente, et comme on travaille d'un épisode à l'autre dans une certaine notion de prolongement, et bien que ça valait le coup, pour continuer la discussion, de lire ce papier qui t'est dédié, hein, Pierre. Voilà. Es-tu prêt pour entendre ce courrier ? Je suis prêt au pire. Et attendons-nous peut-être au meilleur. Au meilleur. Donc c'est un courrier qui nous a été écrit par une certaine Maëva. On la salue. Ça s'intitule « Être soi ». Un grand débat qui pousse à la réflexion. Pierre a certainement réussi ce cheminement, et quand on l'écoute, le voit et l'entend si apaisé dans son être, cela m'emmène à penser qu'il a raison. Pour ma part, j'ai toujours vécu par et pour le regard des autres. Justement, comme l'explique Pierre, être un objet désiré et conforme à ce que l'on attend de lui. C'est ainsi que j'arrive à me sentir vivante. J'ai aussi compris par ce podcast que l'éducation qu'on reçoit enfant nous ancre dans une personnalité qui n'est pas naturelle. On a beaucoup de mal à s'en défaire. Nous devrions élever et non éduquer nos enfants, c'est-à-dire les accompagner vers leur propre chemin, désiré par eux. Ils seraient plus libres de leurs choix et de leurs envies. Ils existeraient pour eux-mêmes, sans pour cela, je pense, devenir égoïstes. En ce qui me concerne, je ne pense plus pouvoir accéder à cette faculté d'être véritablement soi. Que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. Mais la vraie question, est-ce cela le bonheur ? Être soi, donc. Qu'en penses-tu, Pierre ? D'abord, je trouve très belle ce courrier de Maëva. Et elle dit, dans le fond, que j'ai acquis une forme de paix. Et elle a raison, c'est vrai. Mais il faudrait voir que ce qui m'a amené à cette paix, c'est beaucoup d'expériences chaotiques. Et c'est très important, parce que c'est les échecs, dans le fond, si on les assume et si on essaye de les accepter, qui nous conduisent vers nous. Et ce n'est pas une espèce de progression de quelqu'un qui aurait une sagesse. Je me retrouve pas du tout là-dedans. Je me retrouve dans cette idée que la vie m'a proposé des choses plus ou moins difficiles à vivre, que je l'ai accueilli quand même, et que certainement j'ai pensé à un moment donné que ces échecs étaient un élément de construction dans le réel qui me sortait de cette espèce de solitude dans laquelle je me perdais, et que j'ai essayé de comprendre d'ailleurs. Donc je trouve très belle ce que dit Maëva, je trouve ça très beau, et je voudrais simplement lui dire ça. Lui dire qu'elle ne désespère pas de ses échecs, mais au contraire,
que ces difficultés, cet éloignement d'elle-même, elle a raison, qui sont un chemin vers elle, hein, et que c'est important d'avoir l'espérance, parce que c'est la vie qui nous conduit. Hein. Souvent, on donne des leçons à la vie, et je dirais à l'être, dont nous allons parler, mais c'est la vie qui est le grand maître, c'est pas nous. Nous, on est tout petits. Et ça se sent dans sa lettre, d'ailleurs, et je trouve cette lettre magnifique. Maëva, je te fais un gros bisou, et merci pour ton courrier. Merci Maëva. Et du coup, tu parlais de solitude, mais c'est une solitude non des autres, mais de toi-même, pour en quelque sorte fuir ta propre structure émotionnelle. Oui, oui, tu as raison de dire ça, parce que au départ, tu connais la parole évidemment de Bettelheim qui disait le problème que nous avons avec les autres, c'est notre problème à nous, c'est pas le problème des autres. Et lui qui avait connu les camps de concentration, il savait de quoi, ce que ça voulait dire, puisqu'il ne pouvait même pas se permettre d'être en colère. Quand tu étais dans un camp de concentration, si tu es en colère, tu sais que c'est la fin. Donc il a composé avec la force brutale. On reviendra sur cette idée de force brutale. Mais c'est très beau en plus parce que son cheminement est extraordinaire, en ce sens qu'il a fait quelque chose de cette détresse-là par l'école orthogénique de Chicago, son rapport à l'autisme et aux autistes, et que ça, dans La forteresse vide, par exemple, c'est une clairvoyance de la détresse de l'enfant dans sa relation à sa mère et quelquefois dans son rapport au nom du père, et que cette intelligence lui a permis quand même, lui qui n'avait que des cas extrêmement graves de la détresse des enfants, dans cette espèce d'impossibilité d'exister pour eux dans le réel, eh bien, ça lui a permis quand même d'être résolutoire pour eux et de faire un travail que quand j'étais jeune, c'était vraiment quelqu'un qui a beaucoup influencé ma pensée. Et Bruno Bettelheim établit un parallèle entre le comportement autistique et la fuite de soi et de la structure émotionnelle, mais qui est visible, dirons-nous, à l'échelle de la société concernant les autistes, mais qui peut prendre des formes multiples pour des sujets qui, eux, sont totalement intégrés. Ça, c'est certain. Mais ce qui a fait, je dirais, son succès est aussi la contestation dont il a été l'objet par le monde psychiatrique. C'est que la source, pour lui, de la maladie est dans la relation. Et en particulier, il touche à la Sainte Famille, la relation à la mère et au nom du père, qui va être en guerre et pour Bettelheim contesté par la fusion maternelle. Il y a une véritable guerre et un véritable combat qui va être la maladie de l'enfant. C'est cette impossibilité de réconcilier dans une unité la loi du père, dont nous parlerons, et la fusion maternelle, qui est une puissance aussi. Et cette fusion maternelle, d'après Bruno Bettelheim, avec le cas de Marcia, dont tu vas pouvoir parler, oui. S'établit de façon prénatale, d'après Bettelheim. Oui, c'est en gestation, et d'après Dolto, dans le fond, qui s'est intéressé au nom du père, nous reviendrons, qui manifeste dans leur relation d'objet aux travaux de Lacan, pour elle, ça avait une grande importance, c'est-à-dire tout ce qui est en gestation dans une réalisation et du non-dit, et en particulier la vie intra-utérine où se prépare déjà ce que j'appellerais une guerre fondamentale, qui est la venue de l'innocence dans un monde de violence. Et le premier monde de violence, pour Bettelheim, et je pense qu'il a raison, c'est la vie familiale. Puisque c'est le premier cadre, de toute façon. C'est le premier cadre, mais où l'innocence, et je dirais une forme de l'amour manifeste, est extrêmement mal vue par ceux qui ont composé, qui sont la cause de cette naissance, qui sont la parenté qu'on peut considérer comme un des effets de l'Oedipe, qui a l'intention, on reviendra sur cette idée d'intention, de régler son compte à l'être,
et à l'esprit et à l'innocent. Et depuis tout à l'heure, on a cité quelquefois l'essence, l'être, la structure émotionnelle. Mais comment tu la définirais en termes simples pour qu'on puisse la comprendre? Alors Platon te répondrait que ce n'est pas définissable, ce que je trouve prudent en tous les cas. Qu'est-ce que l'être? Alors là, il y a ceux qui vont avoir énormément d'idées, comme la pensée philosophique du 19e, Husserl et autres. C'est un enjeu de pouvoir incroyable. Celui qui va définir ce qu'est l'être, eh bien, s'investit dans la vie intime de l'autre et peut le dominer d'une manière... ça a été l'intention, puisqu'il s'agit d'une intentionnalité qui existait au Moyen-Âge d'une manière puissante, puisqu'elle était christianisée. On met toujours Dieu dans le coup. Hein. Et qui est un effet de la puissance considérable, de rentrer dans une intimité qui n'est pas la sienne en disant aux autres comment il faut être et se comporter, et être le maître de l'être, je dirais, la comprendre et l'imposer comme une définition et une certitude, c'est le projet du philosophe. Même Aristote, dans le fond, disait que la sagesse était la science des causes. C'est cette dimension scientifique de contrôle du vivant qui a habité toute la pensée grecque et toute la pensée philosophique du 19e. Le réel, c'est le rationnel. Et le rationnel est le réel. La tentative de rationalisation d'un monde subtil, Oui. et le jardin secret. Exactement. L'intimité est malvenue quand il y a un projet politique, qui est toujours politique dans le sens large, de possessivité de l'intimité des autres. Et si on réduit à travers l'éducation et l'école et l'université cet espace de liberté, eh bien on s'approprie comme un objet la personne dont il s'agit. Oui, et l'expression, et on comprend très vite aussi que l'expression de son intimité au reste du monde est un danger à soi, Oui. Et donc qu'on peut mettre en place des moyens de se prémunir de la violence des hommes. Et lors de la fin de l'épisode précédent, je t'avais parlé de ce concept que tu as développé concernant le cérébral et le génital. Tu pourrais m'en parler un petit peu plus ? Ce sont deux symptômes de la perte de soi. C'est-à-dire l'être est malvenu, puisqu'il est fragile. Spinoza disait ce qui manque à l'homme, c'est la puissance. Et c'est tellement vrai, ça. Et d'ailleurs, il a parlé du désir comme un effort pour l'homme de persévérer dans l'être. C'est la chose la plus difficile. Pourquoi ? Parce que c'est la pauvreté de nous qui habite la totalité de nous. Et quand on refuse la fragilité qui nous met effectivement en danger, eh bien, on est obligé d'être dans un principe de forclusion de l'être en soi et du nom que l'on porte. Alors, c'est en gestation. Mélanie Klein pensait que dès la naissance, le nourrisson développe déjà cette idée de devenir étranger à soi-même et au monde est la meilleure moyen de se protéger, et que l'ennemi, comme peuvent dire les théoriciens religieux, c'est pas l'absence de l'amour. L'ennemi, c'est l'amour lui-même, parce qu'il est une vérité de soi qui nous réduit généralement et nous expose à la violence des autres. Et du coup, tu penses, pour en revenir à Bettelheim, que les enfants autistes comprennent très rapidement dans leur être et leur chair que leur présence est malvenue ou voire dangereuse pour eux-mêmes, et que le seul moyen de disparaître sans mourir, c'est de se couper du monde par ces attitudes et ce conditionnement qui confine au charnel, qui passe de l'esprit au charnel. Tu as raison. C'est un monde interdit. L'amour est un monde interdit dans sa fragilité. Et dans le fait qu'il nous oblige à développer des défenses qui nous tuent. La meilleure défense par rapport à ce qui nous habite de la dimension de l'amour, c'est devenir étranger à soi-même. Et dans les détails, il se construit et il se sépare. Je veux dire, c'est Bleuler qui a parlé de l'autisme comme auto-érotisme. C'est la contraction de l'auto-érotisme. Il se sépare du réel
comme une impossibilité de vivre et d'être dans cette réalité-là. Donc, l'effort de l'autiste, c'est de se séparer, de se refouler et de disparaître dans son être. Et est-ce que tu pourrais définir précisément, avec un exemple ou deux, un moyen de disparaître de soi-même et du regard des autres par le cérébral? Alors, par le cérébral, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire, il est tout entier disposé et organisé vers la disparition de nous dans l'être en raison du danger dont nous parlions. L'enfant que nous avons été et qui pleure toujours est tout de même en situation d'échec. C'est-à-dire la violence du monde est très organisée vers on doit être l'objet qui satisfait à la demande de la vie sociale, économique et évidemment parentale dans l'Oedipe. Et on ne nous donne pas le choix. Dans ce que nous sommes et la beauté et l'innocence de ce que nous sommes un danger pour tout le monde. Et je ne crois pas qu'enfant, on ait les moyens tellement de se défendre de cette pression-là. Elle est quelquefois exprimée. Elle est d'autant plus exprimée souvent dans la possession de la fusion maternelle et dans la disparition du nom du père. On verra, c'était une des théories de Lacan de dire que la disparition du nom du père enlevait à l'enfant la possibilité de se développer, de se protéger de la fusion maternelle, qui a quelque chose d'abortif malgré tout, et que c'était catastrophique par rapport à un parcours particulier. Bien sûr, mais les gens, quand eux, de façon assez commune, ils entendent le mot fusionnel, ils ne le ressentent pas de façon péjorative. C'est-à-dire qu'on parle de relation fusionnelle, de couple fusionnel. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de cette notion élargie? Parce que là, tu parles de la fusion à l'échelle maternelle, mère-enfant, mais la fusion dans le couple amoureux, c'est du même acabit? Il y a un malentendu terrible dans ce point de vue-là. C'est-à-dire, on met le mot amour à toutes les sauces, dans le fond. Si le principe de l'amour, on le voit dans la naissance dont nous sommes, qui a été aussi notre naissance à nous, on voit très bien que c'est une séparation. Et là, c'est vrai dans la vie quotidienne, dans sa relation amoureuse, et toujours une relation d'appropriation. Il y a toujours un combat fusionnel dans l'amour qui fait que l'autre est l'objet qui doit se soumettre à une pathologie personnelle d'appropriation de l'intimité. Et je pense qu'on fait l'expérience de l'amour en raison de la perte de quelque chose qu'on pensait essentiel. C'est la perte de l'autre qui nous fait comprendre qu'il n'est pas une appropriation possible, mais que ça peut être une relation contemplative dans laquelle l'esprit a toutes les libertés et que rien ne nous appartient. Alors là, nous revenons à la notion du serviteur souffrant, puisque l'homme naît et nous persévérons dans notre être, dirait Spinoza, parce que nous accueillons cette pauvreté de nous qui est indéniable. Et nous sommes d'une certaine manière perdants de notre point de vue dans cette relation à la sauvagerie qui est manifeste des hommes et du monde. L'amour est un prétexte qu'on appelle l'amour, et les religions est une pathologie et un prétexte de ce... Mais comment s'échapper de l'appropriation si nous avons nous-mêmes été dominés au cœur du noyau familial par l'idée d'être l'objet du désir de ses propres parents, Oui. qui auraient voulu que l'on soit un tel, ou qu'on ne fasse pas les erreurs qu'ils aient faites, si on n'a pas eu la chance d'être contemplé? Oui, Et c'est très juste. Comment fait-on pour s'en sortir et ne pas reproduire ce Alors schéma? là, je vais être un peu révolutionnaire. Il ne faut pas attendre du monde qui nous contemple. Ça ne me paraît pas possible. Mais par contre, la question la plus fondamentale, c'est quel est le chemin pour que nous soyons un objet de contemplation pour nous. Le premier acte créateur, c'est ce regard, Aïn, et cette source, sur notre naissance à nous.
Et cette prévalence de l'être en nous, on revient à cette corruption de l'être dans l'asservissement à l'autre, l'importance de l'autre et d'investir l'autre et d'organiser notre disparition dans l'existence, ce qui est une manière, ce que Lacan appelait la forclusion de l'être. Tu as utilisé ce terme pour la deuxième fois, mais pourrais-tu le définir pour les gens qui nous écoutent? Oui, c'est-à-dire... La forclusion. La forclusion, c'est l'être en nous comme embarrassant, en raison de la fragilité dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire, si j'accepte que ce qui me réalise dans l'être, c'est une fragilité de moi, on a fait l'expérience que c'était d'un coût considérable. Nous, dans notre enfance, dans notre innocence, on a été en souffrance par rapport à ça. Et on ne veut pas que ça recommence. La forclusion de l'être, c'est, alors Lacan dirait qu'elle est dans le nom du Père, c'est-à-dire cette autorité de nous-mêmes, dans le regard que nous avons pour nous-mêmes, de nous faire exister dans des conditions convenables, de faire le choix. On revient à l'idée d'intentionnalité médiévale, c'était à cette époque-là quelque chose d'important, de faire le choix de s'accueillir dans sa fragilité et de devenir étranger à ce qui nous détruit. Et ça, l'évasion de nous-mêmes, on le retrouve dans la drogue, l'alcool, des choses comme ça. Il est inconvenant d'être soi et dangereux pour soi. De pouvoir être soi, c'est-à-dire nous allons travailler à disparaître et à ne plus être une cause de déception pour les autres. Et tu vois, Oui. tu as cité l'alcool et la drogue comme des moyens de fuite. C'est des moyens de fuite sont tout assez communes, Oui, enfin communs. Et or, les gens fuient par l'aspect cérébral en rentrant dans le monde Oui. des idées, oui, mais ça passera inaperçu si c'est bien tu structuré. as raison. Et ça, ce sera jamais pointé du doigt. Non. Et une personne pourra se réaliser socialement et avoir réussi sa vie sur le plan de la Au représentativité. contraire. Aux yeux du Ouais. regard des autres, il aura Ouais, réussi oui. sa vie, mais à Ne- ses propres yeux, il Tu as l'aura raison. raté. Ne pas être soi a un avenir évident du point de vue professionnel, économique, quel qu'en soit le coût. Mhm. C'est-à-dire qui est l'impossibilité de l'être de ceux que l'on dit aimer, en plus. Hein. Oui. Mais c'est vrai, alors tu mets le doigt sur ce les Grecs appelaient l'idéos, l'idée. Dans sa forme extrême, c'est l'idéologie. C'est-à-dire, nous disparaissons dans le cérébral. On revient au cérébral et génital qui s'appuie sur la disparition de soi, dans sa fragilité intrinsèque de l'être. C'est donc quelque chose de très précis, parce que c'est une appartenance au monde. Les Grecs le voyaient ainsi, idéos, c'est les idées. Mhm. Et Platon est construit autour des idées. Hein. C'est fatigant. Parce qu'il sait bien le faire. Oui. Et il est accueilli. Mhm. Il est accueilli. Si tu suggères à quelqu'un qu'il est passionnant et merveilleux dans son être, tu le mets dans une situation intenable à vivre au regard de la violence des hommes et au regard de la violence oedipienne, c'est-à-dire de la loi du père et la loi de la fusionnelle de la mère. C'est intenable à vivre. Donc il va devenir ce personnage à travers une apparente révolte, mais il ne s'agit pas d'une révolte, il s'agit d'une disparition. Et je pense que c'est tout ce qui se joue dans l'organisation culturelle du monde et de la société, c'est-à-dire l'école, l'université, le travail, l'assujettissement à la loi du profit, etc., etc. Nous rentrons dans le domaine économique. Mais dans tous ces domaines-là, l'intrus, c'est l'être. Mhm. C'est moi comme être vivant. Parce qu'il n'appartient à aucune hiérarchie calculable, parce que chacun possède la sienne. Oui. Et à ce titre-là, il est incontrôlable, Oui. l'être. Oui. Et personne ne pourra s'élever au-dessus de l'être Oui. de ses Oui. contemporains. Et du coup, comme la société des hommes est structurée sur la notion d'hiérarchie et Oui. de cadre, Oui. ça pose problème. Ça Forcément. pose problème et ça va mal finir. Mhm. C'est toute l'image que nous avons de ceux qui ont préféré la douceur
On en connaît un qui a fini sur une croix. Oui, exactement, exactement. C'est ça le signe le plus évident, c'est que notre intuition, que nous sommes en danger dans l'intimité plus intime que nous-mêmes, dirait saint Augustin, cette intuition-là n'est pas fausse. Ça finit mal, c'est-à-dire on devient, en étant réconcilié avec soi, on devient un danger pour les autres, on inverse totalement la dynamique. Le combat, c'est l'individu contre le groupe. Oui, Et en oui. s'adaptant, et en étant adapté à la société Oui. des hommes, on devient son propre ennemi. Voilà, voilà, c'est ça. Alors, on a parlé de l'aspect cérébral, mais il y a aussi le terme génital qui a été cité quelques fois. Oui. Comment tu pourrais le définir comme moyen de s'échapper de soi-même, de sortir de soi? Eh bien, parce qu'il réduit le corps amoureux à quelque chose de purement une jouissance locale et très, très définie d'une mécanique du corps. Je veux dire, c'est très important, cette mécanique-là, mais elle est au service d'un ensemble, d'un investissement de nous-mêmes et d'une présence de nous-mêmes dans une relation à travers cette contemplation de l'autre et de soi-même dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire, il n'y a pas le principe. Mais ce principe d'être absent dans une relation, dans la mesure où la seule chose présente, c'est une jouissance locale d'un élément et d'un appareil particulier, c'est veut dire que l'autre n'est pas, ou soi-même ne sommes pas intéressants dans la totalité qu'il y a, être dans un corps amoureux où la totalité de nous est engagée dans la relation à l'autre. D'accord, j'allais te poser la question du corps amoureux, c'est pour ça, Oui. donc tu viens d'en donner la définition. Oui, oui. Est-ce que ça peut paraître dur à nuancer pour les gens ou de le distinguer? Oui. Mais bon, si on pouvait le dire plus péjorativement, le génital, c'est la baise, quoi. Oui, La baise c'est pour la exactement baise. ça. C'est-à-dire une femme qui est dans une espèce de désespoir que génère le peu d'amour et d'estime qu'elle a pour elle-même, va essayer de régler ce problème en considérant que la relation à l'autre, qui est une relation douloureuse, doit être simplifiée autour d'un profit immédiat et qui n'a pas de nom, puisqu'elle la baisse, c'est tout le monde, quoi. Et ça se succède Et on reconnaît communément les névrotiques dans les baiseuses compulsives. Oui, c'est ça. Et parce que c'est justement ça qui est intéressant pour eux, c'est que le problème est réglé de la disparition de soi dans l'être, et que ce qui avait beaucoup souffert dans l'ambiguïté de la relation au père et à la mère, et le coup qu'il y avait à parler d'amour, ce qui a beaucoup souffert de se sentir peu aimé et une déception apparente dans le regard de ses parents, eh bien, va se simplifier dans la disparition de soi, parce qu'en disparaissant dans l'objet, eh bien, on règle un problème de blessure émotionnelle Et du coup, oui. Dans l'expression frénétique primitive de la baise, qu'est-ce qui se distingue tant de ça, tant de l'autisme? Eh ben, tu as raison de souligner ça, parce que c'est une forme de séparation par rapport au vivant et son être, c'est-à-dire on se maltraite pour disparaître dans son être, pour exister dans une relation aux autres qui est liée à la puissance en soi que l'on a d'être comme on a envie qu'on soit et non pas l'objet du désir des autres. Tu te souviens de ce que disait François Dolto, que je trouve, c'était une phrase magnifique, tu l'as souligné toi-même, on est toujours l'objet du désir de l'autre, on ne peut être le sujet que de son propre désir, et c'est vrai que quand cette baise dont tu parles, on ne s'offre aux autres qu'à ces conditions à soi qui sont d'être absent de la relation dans une réalité affective et émotionnelle. On n'a pas tort, on est là, mais on est absent quand même. Parce que, je veux dire, on disparaît dans ce qu'on appelle Lacan, appelait ça l'objet partiel, on disparaît dans l'objet. Et dans cette dimension d'objet qui, en psychanalyse, est quelque chose de fondamental. Tout se réduit à l'objet. Les partis politiques, les programmes universitaires et scolaires, tout est une question de pouvoir et de puissance.
Et l'être en lui-même, comme disait Spinoza très justement, est démuni totalement. Et je pense que adulte, si le coup est sa propre disparition dans la relation et dans le regard que l'on a pour les autres et surtout pour soi-même, eh bien on est quand même le grand perdant de l'histoire par la conformité, l'obéissance aux normes, l'assimilation, le pouvoir, la hiérarchie des normes, comme tu en parlais, on est responsable de ceci, on réussit professionnellement. L'ennui, c'est que on peut réussir parfaitement, mais on n'est pas là, quoi. Le séducteur séduit, mais il est dépendant du regard de la Oui, cible qui l'a séduit. tout à fait, Finalement, tout à fait. les deux sont victimes, Tout, finalement, d'un oui, leurre. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, tout est composé autour de la relation d'objet. Si tu as la prétention d'être vivant, tu seras dispensé du pouvoir, mais tu deviens quand même un ennemi pour ceux qui veulent cacher en eux-mêmes cette espèce de vérité d'eux qui est l'essence et l'être en eux. Il ne peut exister de liaison entre une vérité de soi et une adaptation au cadre social, au groupe. Je, je pense que ça peut exister, mais il y a une clairvoyance et une distance. Tu peux être bien, tant mieux, incorporé dans une vie sociale et économique, mais tu te leurres pas sur le... Et le coût de cette adaptation n'est pas dans un regard de puissance et de projet et d'ambition pour soi-même. Il est compatible avec l'admiration et le respect de soi. Il se passe beaucoup de choses, et c'est un des effets de la maladie, hein, la source. Et celle-là, dans essentiellement son rapport à soi, la vraie vérité et la vraie réalité de soi, elle ne regarde que soi naturellement. C'est-à-dire qu'est-ce que tu dirais de toi? Est-ce que tu t'admires? Est-ce que tu as des raisons de t'admirer? Qui penses-tu que tu es? Où tu es? Je veux dire, c'est cette collaboration dans l'Oedipe, au mépris de soi, lorsque nous sommes en accord avec ce mépris-là, qui nous fait quand même naturellement disparaître. Alors on satisfait à la demande d'être l'objet attendu, qui est l'Oedipe généralement, mais on n'a plus d'existence possible et on ne va pas bien du tout, puisqu'on a été l'acteur de ce sacrifice avec celui qui vous a, eh bien, généralement que l'on aime et que l'on est en même temps, mais qui a mis toute son énergie à vous faire disparaître dans l'être. Mhm. Et donc, on peut revenir sur la notion du fusionnel dans le rapport mère-enfant. C'est quand même, initialement, il me semble, une vertu naturelle que cette proximité soit existante. Parce que l'enfant a besoin de sa mère pour se structurer tout de même. Et du coup, à quel moment cet aspect fusionnel devient un Alors, poison? ta question est très importante. Parce que Lacan y est revenu d'ailleurs là-dessus, et Dolto aussi. Ce qui crée la problématique dans le fusionnel, c'est pas le fusionnel lui-même, parce que tu as raison de dire que la nature a prévu que dans la gestation fusionnelle, il y ait un chemin vers la réalisation de soi. Et là, ce qui est fondamental, c'est le mal que l'on peut faire dans le fusionnel maternel, dans sa relation au nom du Père et généralement à la loi du Père. S'il y a un combat et une guerre entre le féminin et le masculin phallique, dans sa loi phallique, si elle n'est pas reconnue et non dite, ce qui est quand même souvent le cas par la femme, l'enfant va être l'objet de ce conflit, de cette guerre. C'est évident, dès que nous naissons, nous générons un combat et une guerre partout, y compris chez nos parents. Et ce qui est difficile, c'est que l'enfant ressent les choses, mais ne les explique pas. Jamais une mère qui est dans le combat via sa propre expérience de la loi du père avec son mari, jamais elle le dira. Elle va avoir une ambition personnelle et phallique, elle qui devrait être aussi dans le féminin, et si elle ne se sépare pas de cette ambition phallique pour donner à l'homme
cette dimension et cette reconnaissance, elle va blesser directement l'enfant et son destin dans la vie sociale, parce qu'il sentira bien qu'il est l'objet de cette guerre, de cette blessure, où l'homme, dans le regard de la femme, est considéré, sans que ce soit dit, comme quelque chose de dévalué dans cette dimension, parce que il y a aussi une puissance recherchée dans le féminin. Parce que la dimension du masculin fonctionne en polarité avec la dimension du féminin, et la femme devenant mère réduit une part de sa polarité féminine, et donc met une certaine distance avec l'homme qui est nécessaire aussi, puisque naturel, mais qui provoque tout de même un changement de comportement, et l'idée que le père est exclu de cette nouvelle relation qui naît d'une naissance qu'il a initiée lui-même. Bien sûr, tu l'as expliqué très bien, c'est ça. En gros, si on voulait être un peu vulgaire, on dirait qu'elle a eu ce qu'elle voulait, enfanter, la cause de l'enfantement, et l'objet l'intéresse beaucoup moins. Pour pas dire plus du tout. Oui. Et c'est ce qu'apportait la génitalité chez la femme aussi. C'est dans le fond de ne s'intéresser qu'à l'objet. Et elle ne regarde pas l'autre comme la cause de l'essence et de l'être nécessaire au développement de l'enfant. Et elle a bien tort, oui. Et il peut y avoir une forme de mécanisme de poupée russe concernant la force et l'appropriation. Oui. Caricaturalement parlant, l'homme par la force possède la femme, et la femme peut posséder l'enfant par la force elle-même. Oui. Et du coup, il y a cette déclinaison, Oui. et c'est ce qui fait que l'enfant ensuite est porteur du poids de cette notion de l'appropriation, et qui ne sera pas, par essence, dans la contemplation de soi-même et des autres, mais dans un désir de reproduction d'un schéma qu'il a subi. Oui, c'est intéressant cette idée que les choses prennent corps dans une pathologie. C'est-à-dire, on ne parle pas d'une violence à l'égard de soi, enfant, mais on va parler d'une dialectique qui va se mettre en place du mépris ressenti par l'enfant. Et donc les pathologies vont se développer d'une manière, souvent dans une dialectique qui est reconnaissable, qui est dérivée. Je veux dire, on ne va pas dire évidemment que c'est un regard de l'autre, va dominer sur le regard qu'on a pour soi et le déterminer. C'est pas tellement ça d'ailleurs, à mon avis, c'est que si c'est plutôt une histoire de collaboration, c'est-à-dire si on a ce mépris de soi, on fait tellement plaisir à l'autre dans sa volonté de puissance. Dans le fond, en devenant l'objet, on donne une puissance réelle, et on pénètre le réel en le pervertissant, bien sûr. Et c'est toute la dimension de mort qui est dans l'objet, la relation d'objet, parce que la finalité de la relation d'objet, c'est de disparaître. Et il n'existe-t-il aucun espoir dans le cadre du noyau familial à l'origine d'être soi? Est-ce qu'on peut se prémunir? Est-ce que des familles... Oui. Si on est clair sur sa violence à soi, si on arrête de penser que l'on est, on est innocent ou qu'on est une victime, eh bien, on peut se séparer de cette et alors, le 19e, les philosophes du 19e ont mis ça en évidence, c'est-à-dire l'intentionnalité qui est une notion médiévale. C'est-à-dire que l'homme, dans sa construction, dans la construction de la victime, n'est pas une victime, mais a une intentionnalité, ce que je disais tout à l'heure, de collaborer avec le bourreau. Le bourreau aussi. Bon, c'est excessif de parler du bourreau, mais de collaborer avec le bourreau à la disparition de l'être en soi, du nom que l'on porte et de la beauté et du merveilleux que l'on est dans l'être. Ça, c'est certain. Après, le reste, c'est des symptômes. Ils sont multiples. Et du coup, il faut balayer d'un revers de la main la dichotomie victime et bourreau, parce qu'on se cache dans l'un des deux personnages. Et quoi qu'il arrive, on disparaît, soit en tant que victime de la responsabilité de ses propres actes, donc on est encore une fois déterminé par les actes d'un autre,
Oui. qui nous donne le statut de victime, Oui. ou d'être le bourreau, d'exprimer une Oui. force, une violence, et de faire Oui. disparaître l'être en soi par l'expression de la colère, Oui. Oui. et sujet dont on pourrait parler. Oui, parce que tu mets le doigt dessus, c'est vrai. C'est-à-dire, un des symptômes de cette disparition de soi, c'est de déplacer dans le transfert la colère vers l'autre. Et c'est l'histoire du monde et du monde social. Je veux dire, la colère est un des symptômes de la disparition de soi dans l'être. Ça veut dire que on est dans le même regard que le bourreau dont on pourrait se plaindre et dont on va se plaindre, comme si on était passif dans cette relation-là. Et en fait, je pense que ce moment-là où on se dit qu'on est l'acteur de sa propre disparition et du mépris pour soi, ça change tout. Ça change tout. Et d'accepter que dans son cheminement vers un regard sur soi différent, il faut s'attendre à perdre toute puissance et accepter de renoncer à la puissance pour naître à soi-même. Ça me semble important. Mais comment les gens peuvent considérer que la force, la puissance qui nous remercie à l'échelle de la société par autant de médailles, de salaires, de réussite avec le sexe opposé, soit quelque chose à lâcher pour notre propre bénéfice? Comment peut-on le considérer? Je pense que ce que les autres pensent ne nous regarde pas. Mais la question que je peux me poser, est-ce que dans le fond, je m'admire dans ce que je suis? Et non pas dans ce que la représentation ou le masque qui fait qu'on avance masqué parce que on a envie de tirer un gain et un profit de l'obéissance à l'esprit du monde, dirait l'Écriture, hein, c'est l'esprit du monde. Et il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un gain immédiat. Mais le gain, c'est une plénitude de vie. Mais comme le disait Maëva, ça vient pas tout seul, tout d'un coup, parce qu'on est différent des autres. C'est l'expérience d'une vie, et à travers des échecs, le plus souvent, se dire, mais ces échecs-là, c'est le merveilleux en moi, et je dois l'accueillir comme quelque chose et un chemin. L'équilage, disaient les Hébreux, de retour vers soi. Tout le monde en parle, mais le retour vers soi, c'est surtout être l'acteur du renoncement à la puissance. Et quand on a compris que c'était la puissance, la disparition de soi dans l'obéissance à la hiérarchie des normes, on appelle ça maintenant, c'est-à-dire des autres, et des injonctions du monde social, économique, etc., eh bien, je veux dire, on a envie d'être, de se retrouver, et dans l'être, je crois que l'aboutissement de l'être et l'épanouissement de l'être, dirait Spinoza, c'est le bonheur. Et pour répondre à la question de Maëva, donc, est-ce que se retrouver soi-même, c'est ça le bonheur? Spinoza le pense, et moi aussi, modestement. Hein. Bon, bah, il y en a deux au moins qui le pensent. Mais oui, je crois que le bonheur, c'est d'être soi, en fin de compte, et de regarder, se regarder, avec ce regard émerveillé de ce que l'on est. Alors, pas de ce qu'on paraît, ou l'échelle n'est pas la même mesure par rapport aux autres. On en parlait au sujet d'Alain Delon, où généralement le monde de l'apparence, qui est un monde totalement faux et fabriqué, bien entendu, mais simplement, c'est avoir cette familiarité, cette amitié pour soi, dans l'être, et non pas dans le paraître qui nous est utile, parce qu'il pose la question de la relation au bourreau, tu le disais, c'est-à-dire à la loi du père et à la fusion maternelle, qui est un enjeu puissant. Et tu penses que c'est le déterminant du comportement humain inconscient et sous-jacent? Oui, c'est-à-dire cette déserter cette idée d'être un objet, d'aider à fabriquer un objet, qui est l'ouvrage de notre disparition. Et ça, tu t'en es rendu compte comment? C'est dans tes errances, dans ta solitude? Oui, c'est-à-dire je m'en suis pas rendu compte. C'est le réel et la vie qui est venu me chercher et
qui fait que j'ai perdu tout ce que j'aimais quasiment, pas complètement tout, mais beaucoup de choses que j'aimais, je l'ai perdu. Et là, je me suis dit, ben, c'est normal, c'est naturel. C'est naturel. Je veux dire, si on est cette espèce de puissance d'agression vis-à-vis des autres, il y a un moment où ils ont envie de respirer ailleurs. Donc je l'ai accepté, j'ai accepté comme quelque chose d'important. Et le fait de me remettre moi en question et de ne pas investir la réalité des autres, mais de m'occuper de la mienne, et d'accepter le vivant comme une espèce de liberté où tout le monde peut, y compris vous échapper, ça a changé complètement ma relation avec mes amis, mes amours, des choses comme ça. Il y a quelque chose où je veux dire, je ne demande rien. Et il se trouve que je trouve tout quand je ne demande rien. Et surtout pas aux autres et à l'autre de se conformer à l'idée que je me fais de... Tu vas concentrer ton énergie à agir sur toi-même et ça agit sur le monde extérieur. Voilà. Alors qu'en essayant d'agir sur le monde extérieur, tu vas essayer de le contrôler, de le dominer, et ça s'est toujours retourné contre toi. Oui, la seule question, je pense que la forclusion dont parle Lacan, la seule question, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quel regard j'ai pour moi. Est-ce que j'ai décidé dans l'être de me construire, ou est-ce que je continue à me fuir par une espèce d'autodestruction dont les formes sont multiples, pour échapper, je veux dire, à n'être que l'objet du désir des autres. Je veux dire, tout est là, dans ce regard vis-à-vis de soi et du renoncement par rapport à ce qui n'est pas soi. Les Grecs appelaient ça aletheia, une certaine vérité de soi. Je pense que c'est le centre de beaucoup de choses où on apprend, dans le fond, quoi? On apprend à se connaître, à s'approcher, à être son propre ami et à se dire, mais tiens, si je travaillais à te faire naître à des choses heureuses, simples, amicales, si j'arrêtais la guerre, parce que tout est une question de guerre. Moi, si je regarde mes erreurs dont tu parlais, Hugo, je me dis, mais c'est pas que je n'ai pas croisé l'amour, on le trouve toujours, mais j'étais armé contre l'amour, puissamment armé. Et je me suis mis en guerre tout de suite, parce que le danger, je le répète, c'est la fragilité de soi, qui vous paraît être démuni, mais remarque que quand je vois dans un monde chrétien les béatitudes, c'est ça. Heureux les doux. Et curieusement, heureux les doux, ils posséderont la terre. Et la vraie puissance, qui n'est pas une puissance de nous vis-à-vis des autres, elle est dans la douceur et à renoncer à cette guerre, justement. Mais la réalité est venue me chercher et cette guerre, je l'ai perdue, mais en la perdant, je me suis trouvé. C'est perdre la guerre, c'est retrouver son innocence. Oui, c'est revenir à soi, cette innocence initiale, je le crois, en tout cas. Super. Bon, bah écoute. Et le crois-tu, toi? Je l'expérimente. Que va dire Maïva? On attend dans le prochain courrier des lecteurs. Oui, elle est jolie, sa lettre. Hein. Et oui. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du deuxième épisode, qui va générer le troisième de toute évidence. On compte sur vous pour vos différents questionnements par mail. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager surtout. L'objectif de cette émission, c'est avant tout de pouvoir créer un échange entre les pensées divergentes et convergentes, bien sûr, dans un esprit de partage. Voilà. Un dernier mot, Pierre ? Non, c'était un plaisir de partager ça, justement, parce qu'on se sent écouté en même temps et on a envie d'entendre les personnes. C'est pour ça que je remercie encore Maëva. C'est tellement important ce qu'elle a dit. Oui. Et donc je la remercie parce que ça m'a inspiré d'une certaine manière. Parce que ces questions étaient passionnantes et puis tout envers l'échange. Hein. Je pense que c'est ce qui motive, toi aussi peut-être. Oui,
Eh bien, n'hésitez pas à continuer à nous inspirer par message et on se dit probablement à la semaine prochaine. Salut Pierre. Salut. Merci d'avoir traversé ce jardin en notre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et de le partager. Pour y participer en nous soumettant vos questions, c'est simple. En description se trouvent nos contacts. Et revenez quand vous voulez, la porte reste entrouverte. J'ai vu l'enfer, j'ai peur sans arrêt, je veux pas mourir. Une telle souffrance. Tout dépend de la façon dont tu regardes les choses. Alors ne t'en fais pas, hein. Si tu as peur de la mort, si tu te cramponnes trop, tu vois des démons qui t'arrachent à la vie. Mais si tu as fait la paix en toi, alors ces démons deviennent des anges qui t'affranchissent du poids de la terre. D'accord ?